des épreuves, comme tu disais, qui sont répétées, continuelles, différentes. C'est un abus paternel, et puis des violences physiques, et puis des violences verbales, et puis un rejet dès la naissance. Je suis ce que mes parents appelaient un retour de couche, donc un enfant non voulu, non désiré. Reconnaître que nos parents ont été défaillants ou dysfonctionnels, c'est en quelque sorte perdre pied complètement, à me rendre le plus transparente possible pour échapper aux coups, pour ne plus être visible et échapper à mes parents. J'ai été pas mal punie en étant enfermée dans des placards. Donc chez moi, si tu veux, c'est devenu un réflexe de me dire je suis en faute, tu es puni, tu es en faute, c'est pas tes parents qui ont tort, c'est toi qui es en faute. On me met en dehors des regards, voire en dehors de la vie, parce que je suis restée de longues heures dans des placards. Donc pendant que toute ma fratrie allait dîner, par exemple, moi j'étais enfermée dans un placard. Et tu te dissocies quand ton père te prend dans son lit, tu dissocies ce moment-là. Pour moi, ça consistait à partir ailleurs dans mon imagination. Le fœtus, lui, il le sent ce rejet. Il le sent la dépression d'une maman. Il le sent quand une mère ne caresse pas son ventre. Il le sent quand elle préfère ne pas manger parce qu'elle est épuisée, tu vois, et que déjà, fœtus, tu es dans le combat. Mais un jour, elle m'a posé cette question. Est-ce que toi, papa, j'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu creuser, c'était trop. Ça m'a rendue physiquement malade. D'Arte à France Télévisions, voilà, je suis restée peut-être 17 ans dans l'audiovisuel public. J'ai occupé des postes de direction de chaîne, France 2, France 4, de direction de l'innovation du groupe. J'ai pas envie d'être une victime, j'ai pas envie de me présenter au monde comme une victime, j'ai pas envie de me servir de mon histoire, j'ai pas envie de me cacher derrière mon histoire. Ça raconte mon histoire, mais l'idée c'était pas de raconter mon histoire, l'idée c'était d'accrocher les gens à comment on passe d'une étape à l'autre, en se servant de ce qui m'est arrivé à moi. La vie m'a obligée à ouvrir la boîte parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où tout ça sonnait creux. Je n'apercevais pas mon identité. Je ne savais pas qui j'étais, je passais mon temps à vouloir plaire aux autres. Je me suis ouverte à Frédéric Lopez, cet animateur extraordinaire de Rendez-vous en Terre Inconnue, et je lui ai raconté mon histoire. Et quelques jours plus tard, il est arrivé avec une pile, littéralement une pile de livres. La graphologue me dit que je suis intelligente alors qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle et débile dans ma famille. J'arrive pas à comprendre. C'est pas moi dont on parle, qui fait des constellations familiales. L'arbre généalogique, et il me tend un petit panier de cailloux, il me demande de les placer dans la pièce, etc. Je pensais que tous mes problèmes dans la vie venaient de mon père, de ce qu'il m'avait fait. Et à ma mère, je reprochais de ne pas m'avoir protégée. Mais quand elle m'en voulait, quand elle était fâchée contre moi, elle pouvait ne pas m'adresser la parole pendant 1 ou 2 ou 3 mois et ne pas mettre mon couvert sur la table pendant 1, 2 ou 3 mois. Tu n'as plus qu'une envie, c'est de disparaître de ta propre vie. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu as besoin qu'elle t'aime. Tu as besoin qu'elle te voie et qu'elle te dise qu'elle t'aime et qu'elle te prenne dans ses bras et qu'elle te berce et qu'il y ait cet accordage. Sans ça, tu ne peux pas être pleinement vivant. Tu ne peux pas être sécure, tu ne peux pas être heureux. Le vécu de la thérapie peut être contre-productif, parfois. Mon parcours est un parcours d'expérience sur moi-même. Mais aujourd'hui que je suis thérapeute, j'ai le recul nécessaire pour expliquer pourquoi ça fonctionne. Une grande envie de silence dans ma tête et autour de moi, et une question, qui je suis quand je ne suis pas définie par mon histoire et mon passé. À marcher sur le chemin de Compostelle, et ça aussi, ça a été une vraie révolution dans ma vie. La marche en silence, la marche introspective, sentir mon espace mental se vider. J'ai marché pendant 27 jours, parfois 30 jusqu'à 46 km par jour, donc avec un épuisement du corps, et ton mental n'a plus rien à te raconter, parce que la seule chose que tu as à te préoccuper, c'est qu'est-ce que je mange et où je dors. La première fois que j'ai ressenti cet intervalle entre deux pensées vides, j'ai eu l'impression d'être dans un nouvel espace infiniment paisible. Et je me suis dit, ok, je vais l'expérimenter grandeur nature, et je vais partir pendant quelques temps, quelques mois, explorer ça dans le monde. Je n'avais aucune idée de où, aucune idée de comment ça allait se passer, pas les moyens financiers de le faire. J'ai juste pris, en suivant les signes, un billet d'avion pour le Népal. J'ai prévenu mes enfants que je serais rentrée dans 6 mois, 9 mois ou 1 an. Pris rendez-vous avec eux qui étaient devenus des adultes entre-temps, en se disant si on peut se croiser quelque part dans le monde, ça serait formidable. Et roule. Bienvenue dans Espoir. Alors ici, on ne parle pas de développement personnel comme d'une performance. On parle de traversée, de chute, de silence, de ces nuits où on ne sait plus trop si on vit ou on survit. Et aujourd'hui,
Je reçois une femme que j'ai rencontrée il y a 3 mois et on a eu ce qu'on appelle une rencontre d'âme et j'aimerais vous la présenter. Une femme qui a osé retourner dans les zones que beaucoup préfèrent laisser enfouies. Son livre s'intitule « Il faut tomber bien des fois pour apprendre à marcher » et dans ces pages, il y a l'enfance, le rejet, la violence, la dissociation, la réussite, la maternité, la chute, puis la marche, le pèlerinage et le retour à soi. Et j'ai eu la chance de faire partie de celles qui ont eu l'honneur de lire son livre avant sa sortie. Et je l'ai lu en 2 jours. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça parle de souffrance, mais ça ne la glorifie pas. Il montre le passage, le lien, comment on peut transformer l'indicible en lumière sans nier l'ombre, comment on tombe, comment on se relève, et surtout, comment on apprend à marcher autrement. Donc si vous traversez une épreuve, si vous avez parfois l'impression d'avoir vécu à côté de vous-même, si vous sentez quelque chose en vous qui demanderait à être entendu, restez. Cet épisode n'est pas là pour vous secouer, il est là pour vous rappeler que même dans les histoires les plus dures, il y a toujours un pas possible. David, bienvenue. Merci pour cette belle introduction, Laura. Quand j'ai écrit ce livre et que j'ai présenté mon enfance, qui est ultra traumatisante, avec des épreuves, comme tu disais, qui sont répétées, continuelles, différentes. C'est pas juste un trauma, un abus paternel, c'est un abus paternel, et puis des violences physiques, et puis des violences verbales, et puis un rejet dès la naissance, puisque en fait, je suis ce que mes parents appelaient un retour de couche, donc un enfant non voulu, non désiré, et non accueilli. Je l'ai toujours su, oui, on me l'a toujours dit. On te l'a toujours dit. On me l'a toujours dit, et de toute façon c'était visible parce que je suis née quelques mois après la naissance du frère qui est juste avant moi. Donc j'ai toujours, en gros, usurpé ma place et pris une place qui non-place en fait, il n'y avait pas de place pour moi. Donc ça c'est le récit qu'on m'a raconté quand j'étais enfant, et que moi je me suis raconté ensuite pendant longtemps aussi, que j'étais donc une enfant non désirée, venue au monde de parents qui ne souhaitaient pas que je sois là. C'est-à-dire que non seulement ils ne me désiraient pas, mais en plus, mon impression était qu'ils voulaient ma mort, ils voulaient me détruire, ils voulaient détruire cette vie qui finalement les encombrait. Donc ils se sont acharnés sur moi j'avais pratiquement l'impression qu'ils voulaient me tuer physiquement et psychiquement, l'un et l'autre. Vous êtes 4 ? 5. 5. Et t'es où dans la fratrie ? Je suis la 4e sur 5, avec une petite sœur qui a 7 ans de moins que moi, et ma sœur aînée qui a 9 ans de plus que moi. Reconnaître que nos parents ont été défaillants ou dysfonctionnels, c'est en quelque sorte perdre pied complètement. Parce que en fait, c'est les seuls qui puissent te donner ça dans les premiers jours, et c'est les seuls qui puissent te sécuriser au point que ta vie va pouvoir être abordée avec harmonie et un minimum de joie. Mais reconnaître qu'ils ne te l'ont pas donné, c'est abyssal. Ça veut dire que tu ne peux plus t'accrocher en fait à rien. Donc la plupart des gens très traumatisés ou traumatisés ont beaucoup de mal à reconnaître qu'il y a eu un problème. On s'attribue à soi le problème. À nous, l'enfant, c'est nous qui sommes, tu sais, on s'adapte. Quoi qu'il arrive, les enfants s'adaptent à ce qu'ils reçoivent chez eux, à ce qui leur est proposé. Et la meilleure manière de s'adapter, c'est de dire c'est de ma faute. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas désirable. Tu vois, de retourner contre soi et de bâtir une personnalité justement en creux, complètement en creux, en manque, puisque tu ne reçois pas, en fait, tu creuses en toi. Quand tu es enfant ou adolescent, tu subis et tu t'adaptes. Et tu fais en sorte que ta vie soit la plus... te glisser dans les creux. Et pour moi, pour survivre en fait. Et pour moi, ça a consisté à me rendre le plus transparente possible pour échapper aux coups, pour ne plus être visible et échapper à mes parents. Et puis j'ai été pas mal punie en étant enfermée dans des placards. Donc chez moi, si tu veux, c'est devenu un réflexe de me dire je suis en faute, tu es punie, tu es en faute. C'est pas tes parents qui ont tort, c'est toi qui es en faute. Donc je suis punie, on me met en dehors des regards, voire en dehors de la vie, parce que je suis restée de longues heures dans des placards. Donc pendant que toute ma fratrie allait dîner, par exemple, moi j'étais enfermée dans un placard. Donc ce placard, ça devient un symbole en fait, et tu vas le reproduire. Moi je l'ai reproduit dans ma vie ensuite pendant très longtemps, jusque dans ma vie d'adulte, où des moments, je me suis mise moi-même dans des placards symboliques. Je me suis enfermée psychiquement pour
parce que c'était ma manière, la manière dont j'avais appris petite à répondre à ce que la vie me proposait. Donc je me suis pas dit, tiens, il y a un truc qui va pas. Parfois, j'ai eu des petits doutes. Le premier doute que j'ai eu par rapport... je pense qu'on le sait intrinsèquement, tu vois, quand tu es enfant, mais tu te dissocies quand ton père te prend dans son lit, tu dissocies ce moment-là. Pour moi, ça consistait à partir ailleurs dans mon imagination. Mais il y a eu un moment, je crois que j'étais en 6e, où une de mes amies est arrivée un jour en rigolant. Elle était très très gênée parce qu'elle elle avait entreaperçu son père qui sortait de la douche nu. Et moi qui avais vu mon père nu depuis l'âge de mes 4-5 ans, j'ai ressenti une honte à ce moment-là, en me disant que j'avais vu quelque chose qui ne devait pas se voir. Et tu vois, c'est par des petites touches comme ça que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Mais encore une fois, c'est pas qu'il ne va pas chez ton parent, c'est qu'il ne va pas chez toi. Parce que tu sais bien que toutes les victimes d'abus te diront, ou en tout cas la première réponse qu'on dit, même il n'y a pas si longtemps, c'est dans quelle tenue t'étais, pourquoi t'as aguiché, pourquoi... Tu vois, c'est toi, ton comportement qui a fait que... Et ça, c'est quelque chose de très toxique, en fait, qui vient se surajouter au fait que tu sois la victime et que tu aies une double punition. Donc ça a commencé quand tu avais 4-5 ans. Ça a commencé avant ma naissance, avec ce refus, avec, si tu veux, toute cette famille autour qui disait, qui proposait à ma mère d'aller avorter en Suisse. Et donc elle, si tu veux, elle était probablement extrêmement déprimée, extrêmement fatiguée d'avoir eu une naissance qu'elle a menée à bout, mais juste après l'accouchement, quelques semaines après, de se retrouver à nouveau enceinte. Je pense toutes les mamans peuvent se mettre dans sa peau. Et avec ce dilemme intrinsèque de qu'est-ce que je fais avec cet enfant, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas, avec cette fatigue et cette pression familiale, tout le monde lui disait on est prêt à te payer un avortement en Suisse, tu vois. Donc c'est elle toute seule qui doit prendre cette décision. Je pense qu'elle n'était pas du tout supportée par mon père à l'époque parce que les hommes n'étaient pas vraiment inclus dans la sphère de l'intimité de la femme enceinte. On met ça dans les années 70, je suis née en 71, tu vois. Donc il y a tout ça. Donc, mais le fœtus, lui, il le sent ce rejet. Il le sent la dépression d'une maman. Il le sent quand une mère ne caresse pas son ventre. Il le sent quand elle préfère ne pas manger parce qu'elle est épuisée, tu vois. Et que déjà, fœtus, tu es dans le combat, en fait. Et les premiers liens ne s'établissent pas, les premiers liens d'amour, de sécurité, de reconnaissance, d'amour tout simplement. Donc je peux vraiment affirmer, et on le sait aujourd'hui, qu'un bébé peut être en souffrance. Bien sûr. Et qu'il a une mémoire à ce moment-là. Et puis ce qui s'est passé, c'est que dès ma naissance, ma mère étant trop fatiguée et dans le rejet absolu, elle a demandé à ce que je sois envoyée à la nurserie. Donc ça a duré pendant 6 jours où elle refusait de me voir. Donc il y a tous ces premiers liens où on prend l'enfant, on le berce et qui sont si importants et que j'appelle moi reconnaître la géographie l'une de l'autre, tu vois, comment on s'apprivoise. Comment on se reconnaît dans les premiers regards, comment on tombe, moi-même qui suis maman, tu vois, comment je suis tombée en amour de mes enfants au premier regard, et cette bouffée d'hormones, tu vois, d'amour qui te monte, eh ben, elle a manqué. Et ça ne se répare pas. On ne peut pas dire plus tard, tiens, ma mère va me prendre dans mes bras à mes 40 ans, et ça va réparer, parce que c'est crucial, en fait, c'est les cerveaux, il y a un accordage, en fait, des cerveaux, des cœurs, de la peau, de tout, et c'est là que s'activent les premières cellules miroirs de mon comportement qui s'ajuste en face de celui que je reçois. Et moi, je reçois, en fait, on me laisse hurler à la nurserie. Donc déjà, une insécurité énorme et toxique, en fait. C'est comme si je m'étais empoisonnée moi-même avec mes cris d'enfant qui ne sont pas reconnus de qu'est-ce qu'on peut m'apporter, tu vois, comme réponse dans un monde que je ne connais pas. Je viens de sortir et voilà, je suis seule au monde. Et quand tu rentres à la maison... tu as déjà tes frères et sœurs, c'est eux qui s'occupent de toi, c'est ta mère Oui, c'est ma sœur aînée, beaucoup. En partie mon père, et je pense que ça s'est aussi joué là. Donc ma sœur avait 9 ans, et elle était bien obligée de jouer la petite maman, ce qu'elle a fait très bien d'ailleurs, et qui a pesé sur sa vie à elle plus tard. Et je pense que le fait que ma mère m'ait laissée aux mains d'un père qui n'était pas compétent, qui ne souhaitait d'ailleurs pas à la base avoir d'enfant, qui n'était pas vraiment... C'était pas son désir profond, a permis, en fait, elle m'a livrée à lui et à son immaturité lui-même, a subi, et au fur et à mesure du livre, je ne le dis pas tout de suite parce qu'il faut quand même ménager, tu vois, un peu le lecteur, parce que si on donne toutes les clés d'explication tout de suite, on n'est plus dans le parcours, et ce livre est un parcours, c'est une marche, et c'est un apprentissage,
que en fait mon père m'a donné ce qu'il lui-même avait reçu. Et il avait très peu reçu puisqu'il était un enfant caché pendant la guerre. C'est une chaîne d'amour en fait. L'amour qu'on reçoit et on donne à ses enfants, c'est une chaîne. Et à un moment, si c'est rompu, c'est là qu'on crée une toxicité en fait. J'avais à la fois des souvenirs confus, mais tout ça était vraiment enfoui. Quand on est traumatisé aussi fort, on est dissocié. Et ce qui se passe, c'est que du point de vue hormonal, deux cerveaux droit et gauche sont séparés par un pont. Et ce pont, en fait, est séparé au moment de... C'est comme s'il était, en fait, rongé par l'angoisse. Et du coup, les souvenirs sont évacués. Donc j'avais pas de mémoire et l'année de mes 35 ans, et j'avais l'habitude d'aller chez ma sœur qui vivait à Londres, et on avait nos habitudes, quand les enfants étaient couchés, de discuter et de revenir sur des moments. C'était très heureux ces moments-là. Mais un jour, elle m'a posé cette question, est-ce que toi, papa? Et il y a eu deux choses. Ça a fait remonter très brusquement. En fait, le choc était tellement violent de comprendre dans sa phrase que elle aussi, que ça a tout fait remonter. Avant ça, tu n'avais aucun souvenir? Non. Aucun flash? Non. Okay. J'avais, par moments, tu vois, comme je te dis, je savais que des choses n'allaient pas, que j'avais une distance par rapport à mon père en particulier. Enfin, il me répugnait, quoi. Physiquement, il me répugnait. Et en même temps, c'est étrange parce que la dernière fois qu'il a vraiment essayé de me voir nue, j'avais déjà 16 ans. Tu vois, donc c'est comme si ça t'arrive et en même temps, tu es à distance. Cette discussion, il se passe quoi? J'ai pas voulu voir. J'ai pas voulu creuser, c'était trop. Ça m'a rendue physiquement malade. J'ai eu des troubles alimentaires. Je suis devenue très très anxieuse. J'avais toujours fait beaucoup de cauchemars en particulier. Je rêvais que j'avais pas de diplôme, par exemple. Je rêvais que je tombais dans les escaliers très fortement. Et tout ça est revenu. Et j'ai pas eu la force. J'avais 3 enfants en bas âge, vraiment petits, et j'ai pas eu la force d'aller explorer ça. Pas sur le moment. Et donc j'ai mis un couvercle là-dessus. Et tu en étais où dans ta vie professionnelle? Et dans ma vie, et puis, oui, j'avais toutes les apparences de la réussite aussi, il faut dire. Quelque part, un petit complexe de l'enfant prodige en même temps. C'est-à-dire un complexe d'imposteur énorme, l'idée de bâtir sur du sable qui était réactivé pratiquement chaque nuit avec ses rêves, que j'avais pas de diplôme, que la RH venait me voir en me disant elle est un imposteur, il faut qu'elle parte tout de suite parce que elle a même pas son bac alors que j'étais diplômée. Et en même temps, c'était incroyable que tout ce que j'entreprenais, je le réussissais très bien. C'était quoi ton parcours professionnel? Donc j'ai fait du droit à l'école du Louvre. Et puis très très vite, je suis rentrée dans l'audiovisuel public, depuis Radio France à Arte. Et de Arte à France Télévisions. Voilà, je suis restée peut-être 17 ans dans l'audiovisuel public, où finalement j'ai occupé des postes de direction de chaîne, France 2, France 4, de direction de l'innovation du groupe. Des postes qui étaient très convoités, très enviés. C'est pareil avec, si tu veux, j'avais quand même le chic pour reproduire des environnements hyper toxiques et hyper violents dans lesquels je pouvais continuer à me dire que le monde extérieur était violent, le monde extérieur me confortait dans cette idée que je pouvais déplacer ma bulle en fait partout, c'était toujours pareil. Cette discussion, il se passe quoi? J'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu creuser, c'était trop. Ça m'a rendue physiquement malade. J'ai eu des troubles alimentaires. Je suis devenue très très anxieuse. J'avais toujours fait beaucoup de cauchemars en particulier. Je rêvais que j'avais pas de diplôme, par exemple. Je rêvais que je tombais dans les escaliers très fortement. Et tout ça est revenu. Et j'ai pas eu la force. J'avais 3 enfants en bas âge, vraiment petits, et j'ai pas eu la force d'aller explorer ça. Pas sur le moment. Et donc j'ai mis un couvercle là-dessus. C'était dur avec tes collègues? Ben, tu sais, c'est un monde où chacun veut la place de l'autre, quoi qu'il arrive. Donc quand tu es relativement jeune, que tu n'as pas fait les études, parce que moi j'ai fait donc l'école du Louvre et du droit, et j'étais pas énarque. C'est des postes qui sont occupés en général par des énarques. Donc une jeune femme blonde, t'imagines, comme ça, qui a 3 enfants. Et puis je pense que je me cachais mon manque d'assurance assez bien, relativement bien. Je sais à quelques endroits que
C'était visible, mais je le cachais bien, donc ça faisait la blague. Et tout au fond de moi, j'étais pas non plus hyper attachée à ces postes, c'est-à-dire que la plupart des gens qui travaillaient à la télévision avaient cette vraiment envie, ça leur prenait aux tripes, c'était quelque chose de, tu vois, c'était une volonté d'avoir une carrière dans les médias. Moi, j'y suis arrivée un peu par hasard, et j'étais pas une grande fan de télévision, mais j'étais une fan de raconter des histoires. J'étais pas vulnérable au fait que les gens veuillent ma place, tu vois, ça ne me touchait pas, parce que j'accordais pas de valeur particulière à avoir grimpé les échelons ou à être là. Je me disais juste, j'avais cette grande, immense curiosité de comprendre comment ça fonctionne et comment font ceux qui sont au-dessus de moi. Ah bah, c'est comme ça, je peux le faire, essayons de le faire. Tu as 35 ans, ta sœur te pose la question, ça remet beaucoup de choses. Tu as un haut poste, tu as 3 enfants en bas âge. Tu remets le couvercle pendant combien de temps? Bon, je remets le couvercle pendant une bonne dizaine d'années. Ok. Et c'est relativement facile, mais... Et ta sœur t'en parle plus? Non, elle m'en parle plus du tout. Personne ne m'en parle. Et puis surtout, tu vois, moi, pendant toutes ces années, aussi, j'ai eu un immense questionnement, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que je l'invente? Et ça, je pense que c'est aussi une grande question des gens qui sont passés par des traumas aussi complexes. Est-ce que j'invente tout ça? Est-ce que j'ai pas envie d'être une victime? J'ai pas envie de me présenter au monde comme une victime. J'ai pas envie de me servir de mon histoire. J'ai pas envie de me cacher derrière mon histoire. Tu le savais dès le début, ça? Oui. Ok. Tout de suite, je me suis dit, ça n'est pas possible. Je n'avais pas beaucoup d'amitié pour les gens qui se cachent derrière leur histoire et qui se victimisent en permanence. Okay. Donc ça aurait été, tu sais, de penser ça. Bah, c'est une forme de fermeture à soi-même, en fait. D'avoir peu d'empathie pour les gens qui ont souffert, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Et donc, peu d'empathie dans notre famille pour la souffrance des uns et des autres aussi. Donc aucun miroir chez mes frères et sœurs de ça, c'est des sujets tabous, on n'en parle pas, on parle même pas de nos parents et on fait semblant que nos parents sont des parents convenables. Ok. Donc tu continues de voir tes parents pendant ces 10 années? Non, plus ou moins, avec toujours des tensions, avec toujours une difficulté à rentrer, à être vrai, à être soi-même. Enfin, de toute façon, ça a toujours été impossible d'être vrai et moi-même avec mon père. Et non, c'était des années assez compliquées, avec des moments où je sentais qu'il fallait que je mette de la distance entre eux et moi pour avancer. Mais toujours avec cette idée que, tu sais, de ne pas reconnaître que ça pouvait venir d'eux. Tu sais, ces années où on est dans la rancune, en fait. On ne cherche pas à comprendre, on est juste dans la rancune, alors on passe son temps à s'agresser les uns les autres, sans essayer de comprendre. Mais il y a une première chose qui m'a mise sur la voie quand même, qui n'est pas dans le livre, que j'ai enlevé, parce qu'il faut aller dans un livre, il faut quand même tenir un rythme, il faut quand même amener les gens, il faut être assez dans l'universel. Ça raconte mon histoire, mais l'idée c'était pas de raconter mon histoire, l'idée c'était d'accrocher les gens à comment on passe d'une étape à l'autre, en se servant de ce qui m'est arrivé à moi. Et je me souviens, c'était pour mon 3e enfant, j'étais enceinte, et comme j'avais accouché beaucoup plus tôt que la date prévue pour les deux aînés, de 5 semaines et de 4 semaines pour les 2 grands, les médecins m'avaient dit, tu vas accoucher, le 3e, ça va être un grand prématuré, enfin pas un grand prématuré, mais ça va être, fais attention, donc à partir de 4 mois, allongé. Alité. Ah oui, complètement alité. Et puis j'ai commencé à avoir très très mal au dos. Enfin, tu vois, quand tu passes tes journées allongées, pour une impatiente comme moi, c'était hyper dur. Et je vais voir un ostéopathe qui me pose, il me dit, donc quelle est la date du terme? Et tout de suite je lui dis, non, mais le terme on s'en fiche, il va naître en avance. Il me regarde, il me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que voilà, je raconte cette petite histoire. Et il me dit, est-ce que tu sais comment toi-même tu es né? Oui, plus ou moins, en fait, je suis née que tel jour, tel... Non. Appelle ta mère et demande-lui comment tu es née, comment s'est passée ta naissance. Alors j'ai beaucoup hésité, je l'ai fait par téléphone parce que je ne sentais pas du tout d'avoir cette discussion avec ma mère qui était très brusque dans ses manières avec moi. Et je l'ai appelée, elle a commencé par ricaner et me sortir des banalités. Et là je lui dis, j'ai vraiment besoin de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est resté 3 heures au téléphone, où elle m'a raconté par bribes sa souffrance. Elle ne m'a pas tout dit, Elle m'a pas tout dit.
Le contexte que je t'ai donné tout à l'heure, c'est ma sœur aînée qui me l'a raconté au moment où j'ai écrit le livre, quand elle a relu, me disant qu'elle était probablement déprimée, qu'elle mangeait pas, ce qu'elle avait vu et perçu elle-même. Ce contexte, je ne l'ai jamais eu moi avant d'écrire le livre. Ce que j'ai eu, c'est ce que ma mère m'a dit, c'était trop difficile. L'accouchement en soi était extrêmement long, compliqué, et à un moment, j'en ai eu marre. J'ai demandé qu'on m'enlève ça, qu'on me retire ça, et je n'ai plus eu envie de te voir. Mais le fait qu'elle le dise, pour moi, c'était un soulagement parce que, en fait, ça mettait des mots sur ce que j'avais perçu de son rejet. Son rejet était réel. Il n'était pas voulu par... c'était pas un manque d'amour, c'était un trop-plein. Il a fallu encore des années pour que je comprenne que c'était pas un manque d'amour, mais parce que quand même il y avait une différence de traitement entre mes frères et sœurs et moi. Mais c'était déjà ça. Et pour en revenir à cet ostéopathe, quand je suis retournée le voir et que je lui ai raconté cette histoire, il m'a dit « Ok, maintenant tu vas accoucher à terme et dis-toi que c'est le meilleur service, et c'est pour ça que j'aime bien raconter cette histoire, même si j'ai dû la couper dans le livre, qu'on peut raconter aux futures mamans et leur demander vraiment d'enquêter auprès de leur maman pour savoir comment elles sont nées, parce que la plupart des enfants qui naissent en avance, c'est qu'eux-mêmes ont subi des souffrances au moment de l'accouchement. Donc après, il y a une espèce de précipitation à sortir, tu vois, de moments de gestion de ce trauma, qui est déjà un premier trauma. Donc ma naissance en soi était hyper violente. On est allé me chercher avec des forceps à l'époque, c'est des palettes là. Donc, j'avais le crâne déformé, j'étais affreuse, tout le monde a trouvé que j'étais affreuse, etc. etc. Tu vois, c'est des suites de mini-actes qui ont des conséquences qui peuvent être très lourdes après. Parce que quand les gens se posent sur ton berceau, moi finalement, la légende familiale veut que les gens m'ont trouvée très laide, mes grands-parents m'ont trouvée très laide, ce que j'étais probablement, avec mes yeux qui sont restés, tu vois, comme ça, et mon crâne en pain de sucre, ce qu'on me racontait, et que un seul de mes grands-pères s'est penché sur moi en disant qu'il me trouvait très belle. Et c'est, heureusement, tu vois, il y a quand même dans les histoires, dans les trames, il y a des bonnes fées. Donc j'ai eu un grand-père qui a été une de mes bonnes fées, qui s'est penché sur mon berceau en me donnant ce don de « elle va être belle ». Et j'ai ma sœur aînée qui a toujours été là pour moi et qui a été une petite maman pour moi. Mais des personnes qui te tendent la main dans ton histoire, aussi noire soit-elle, il y en a. On a du mal à les reconnaître, je les appelle ces lucioles, tu vois, on a du mal à les reconnaître. Mais après, quand tu reviens sur ton parcours, ça peut être des voisins, ça peut être des gens bienveillants en fait. Et avec une petite difficulté, c'est que quand ces gens bienveillants comprennent ton histoire, ils ont tendance à vouloir interférer avec tes parents. Et dans mon cas, à chaque fois que quelqu'un a essayé d'interférer dans mon histoire, ça a été pire. Ça a créé une tension parce que c'était perçu comme un jugement par ma mère. Et donc ça la tendait encore plus vis-à-vis de moi et c'était beaucoup plus compliqué. En général, ça mettait complètement fin à la relation avec un professeur. En particulier, je me rappelle quand j'avais 11 ans, je m'étais inscrite, ma grand-mère cousait à merveille et je trouvais que c'était génial et ma mère ne cousait pas du tout. Donc tous les travaux de couture, elle les léguait à ma grand-mère. Et je me disais, quand elle sera plus là, il n'y aura plus personne pour le faire. Et moi, il fallait que je me rende utile. Puisque je n'avais pas d'existence reconnue en soi, d'utilité reconnue en soi, je faisais tout pour me rendre utile. Donc, je serais là pour faire la couture plus tard. Donc je me suis inscrite à un cours de couture. Et tu vois, je le faisais vraiment à fond. Tout ce que j'entreprenais, je le faisais à fond parce que autant le faire bien, tu vois, pour être vraiment reconnue dans sa capacité à faire. Et cette prof de couture, petit à petit, elle était assez âgée, elle avait, tu vois, l'allure d'une grande-mère pour moi. J'étais très assidue à ses cours. Et petit à petit, elle a gagné ma confiance et elle a eu des bribes. Et donc, elle est allée en parler à ma mère. Et là, si tu veux, moi, j'avais pas confiance dans mes parents, je savais qu'ils mentaient. J'ai perdu confiance dans tous les adultes. Trahison. Parce que ma mère, le soir, m'a dit « Pourquoi t'es allée raconter ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, tu sais que c'est faux. » Tu vois, ce genre de choses. Mais t'as raconté la violence, les abus? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Des choses beaucoup plus en surface, mais je pense, tu sais, qu'une adulte... perçoit en fait les peurs, voilà, elle voyait que j'avais peur. Et puis tu sais, ce qui est très marrant, c'est que le premier objet qu'on devait fabriquer à ce cours de couture, c'était une jupe. Et on avait le droit de faire la jupe qu'on voulait faire. Vraiment, on apprenait à dessiner notre patron. Et moi, c'était l'époque des petites jupes à volant.
avec des pois. C'était l'époque de Lio, tu sais, et toi, dis-moi que tu m'aimes. Et on avait toutes les petites filles avec ces jupes à volants. Pas moi, parce que moi, j'ai hérité des vêtements de mes frères et sœurs. J'avais pas de vie non plus, tu vois, d'existence au travers de mes vêtements, de choix de mes vêtements. Et ce jour-là, j'ai décidé de copier une jupe droite de ma maman. J'ai amené une jupe de ma mère et je fais faire la même pour moi. C'est la première chose. Le premier vêtement à moi va être conforme au goût de ma mère. Donc ça, je pense que, tu vois, une adulte le sent. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu ouvrir la boîte? En fait, j'ai été obligée, la vie m'a obligée à ouvrir la boîte parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où tout ça sonnait creux, où en fait, comme on s'est dit tout au début, je n'apercevais pas mon identité. Je ne savais pas qui j'étais, je passais mon temps à vouloir plaire aux autres, à me fondre dans l'identité des autres. Professionnellement, je me disais, la meilleure place pour moi, c'est d'être l'éminence grise de quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir la capacité de penser à sa place, mais de ne pas apparaître, d'être transparente, d'être derrière. Je trouvais ça magnifique, formidable, tu vois, d'être invisible. Et puis, il y a eu, dans les Lucioles, il y avait ma grand-mère. Ma grand-mère était un personnage très ambigu parce qu'elle était à la fois extrêmement violente, extrêmement possessive, directive. Tu sais, une femme des années 50 qui est très affirmée et qui en même temps cache d'énormes faiblesses en elle et qui en même temps était là. On m'abandonnait littéralement pendant des semaines chez elle. On m'oubliait chez elle. Dès que j'étais un peu malade, un rhume, brûlé dans une couverture, on m'amenait chez elle et puis moi j'avais l'impression qu'on oubliait de venir me chercher. Et en même temps, elle savait me cajoler. En même temps, elle m'accordait de l'importance puisqu'elle m'écoutait et qu'elle me caressait. Je me souviens d'avoir posé ma tête, tu vois, à chaque fois, tous les jours, sur sa cuisse dodue et qu'elle me caressait les cheveux. Et ça, pour moi, c'était vraiment le paradis. Donc, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait avec moi, tu vois. J'ai sucé mon pouce très tard parce que j'avais un système nerveux qui était très dérangé. Mais à l'époque, je pense qu'on ne faisait absolument pas de relation de cause à effet. Et elle, ça lui était insupportable. Donc la nuit, elle me bandait les mains. Elle me faisait ce qu'elle appelait des poupées. Elle me bandait les mains et elle me les attachait les deux ensemble. Ce qui fait que je pouvais dormir que, en fait, avec mes mains sous l'oreiller, sur le ventre. Et c'est une position que j'ai encore pour dormir, tu vois. Et ça, c'est horrible. Et tu vois, elle ouvrait la porte la nuit pour voir si j'étais bien, parce que j'avais tendance à arracher les bandages avec mes dents. Donc si tout était bien en place, ça me terrorisait. Mais néanmoins, c'était quand même une luciole pour moi. Et ma grand-mère donc, décède. C'était ta grand-mère paternelle ou maternelle. Et puis un de mes collaborateurs décède aussi dans mes bras. Et puis il y a une suite comme ça de 3 descentes, tu vois, un peu aux enfers. Et je me retrouve avec en fait plus de piles. Plus de piles, plus de désir, plus d'envie. Pas l'envie de mourir, mais rien, tu vois, électroencéphalogramme plat. Et là, j'avais déjà divorcé. D'accord. Et là, j'avais 2 enfants adolescents et un petit à la maison. Et il fallait faire bonne figure, quand même. Et ton divorce n'est pas du tout lié à la boîte que tu ouvres, en fait. Et quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu n'es pas toi-même, c'est très compliqué d'avoir une relation amoureuse. C'est très compliqué d'être juste dans cette relation. Donc, même s'il y a eu plein d'autres éléments qui ont fait que, je n'étais absolument pas mûre pour être en couple. Bien sûr. Il faut quand même le reconnaître qu'on ne peut pas, sans avoir fait aucun travail sur soi-même, être dans un équilibre avec autrui. Et c'est vrai pour le couple, et c'est vrai en général, mais c'est encore plus difficile Bien sûr. dans un couple. Donc ça tenait, tu vois, forcément ça tenait. Et puis, je pense aussi qu'il y a un moment où il était nécessaire pour moi, peut-être, mais il y a un décalage entre les deux, de faire table rase en fait, de se dire ok, ce qui est sûr, c'est que le père de mes enfants n'était pas capable lui-même de m'accompagner dans la recherche de qui j'étais moi. Donc probablement que c'était mieux que je sois seule pour la faire. Quand j'ai divorcé, je me suis ouverte à Frédéric Lopez, qui est cet animateur extraordinaire de Rendez-vous en Terre Inconnue, et je lui ai raconté mon histoire.
Et quelques jours plus tard, il est arrivé avec une pile, littéralement une pile de livres. Et il y avait dedans des livres de développement personnel, des livres de méditation. Et c'était un monde qui m'était complètement étranger. J'ai pris la pile, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai mise au pied de mon lit. Et quand je suis sortie de mon coma sous antidépresseur, parce que j'avais quand même eu la force d'aller chez une psy, tu vois. J'ai pas du tout aimé d'ailleurs, mais j'ai quand même fait cet effort pour mes enfants, parce que j'ai un gros instinct de survie depuis ma naissance. J'ai vu cette pile, et le premier livre que j'ai pris, c'était le Jon Kabat-Zinn, La méditation. J'ai feuilleté, je me sentais incapable d'aller là-dedans. Et puis il y avait un autre tout petit livre qui était un livre d'une coach en développement personnel américaine, Louise Hay, très empowerment, tu vois, pensée positive. Je l'ai lu et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui me parlaient. Et comme j'ai toujours aussi été très sportive, je me suis précipitée à la salle de sport et ce livre de développement personnel, je l'écoutais en audio. J'ai écouté les 2-3 livres et j'étais là, tu sais, je courais comme une espèce de défoncée sur mon tapis de course à écouter ça et puis à répéter, puis à écrire des choses dans un petit carnet. You have the power. Oui, le pouvoir est en toi, réveille-toi, tout ça, toutes ces choses, mais quand même il faut rentrer quelque part, tu vois. Et à ce moment-là, il y avait un cours de boxe, tu sais, dans cette salle de sport, il y avait une verrière, un cours de boxe, et un prof, mais qui avait l'air odieux, qui hurlait des directives sur des gens en nage, qui avaient l'air hyper heureux de faire ça, dévastés, mais hyper heureux de faire ça. Et puis, je regardais, et un jour il sort, et puis il m'attrape par le col de la chemise, et il me dit, tu viens. Et ça a été mon premier coach, réellement. Lui qui m'a obligée à me coller devant un miroir et à me regarder dans le blanc des yeux et à me regarder. Je pense que à cette époque-là, je ne m'étais jamais regardée dans le blanc des yeux. Et ce que j'ai découvert était un gouffre, tu vois, de désespoir. De désespoir. De colère et de désespoir. Donc il m'a fait sortir ma colère. Et puis après, j'ai cherché. J'ai commencé à chercher partout. Comment, du coup, à travers les livres, tu as été voir un psy, une thérapeute, qu'est-ce que tu as fait Beaucoup les livres. Peut-être que même comme j'ai passé 20 ans ensuite dans ce parcours, à vraiment chercher petit à petit, brique après brique, d'abord à comprendre d'où venait ma colère, comment elle s'expliquait, à comprendre mon histoire, juste à comprendre mon histoire, à mettre des mots sur mon histoire. Dans l'écriture, comment tu... Non, à la dire, à me la dire, pas pouvoir l'expliquer encore, pas pouvoir en parler, mais essayer de comprendre les enchaînements, etc. Et là aussi, c'est pareil, tu as toujours des lucioles. Donc, une amie qui me donne un livre d'Alice Miller, qui met des mots sur ses traumas d'enfance. Non, ça n'est pas normal, ce qui m'est arrivé. Oui, il y a une responsabilité de mes parents. On peut leur donner toutes les excuses du monde. Il y a quand même une responsabilité dans ce lien qui ne s'est pas tissé, dans l'adulte que je suis devenue. Il y a mon patron de l'époque qui m'offre une expertise en graphologie, où la graphologue me dit que je suis intelligente, alors qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle et débile dans ma famille. J'arrive pas à comprendre. C'est pas moi dont on parle. Quand tu dis intelligente, elle te dit que t'es HPI? Non, on disait pas. À l'époque, on disait précoce. Tu sais, enfant précoce, adulte précoce. Et justement, il y a une confusion complètement dans ma tête parce que le livre d'Alice Miller s'appelle L'enfant doué. L'enfant doué, c'est celui qui se suradapte. Et en même temps, on me dit que je suis une adulte douée. Mais là, ça veut dire pas suradapté, ça veut dire enfin, tu vois, qu'il y a un QI, quoi. Smart. Waouh, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai un coach professionnel qui travaille avec moi pour faire du team building pro.
De développement qui- personnel ou coach sportif? Non, c'est un ancien coach sportif, un ancien basketteur de haut niveau qui est devenu coach professionnel. Donc voilà pourquoi aussi, je pense, on a bien accroché. Et qui me parle d'un de ses mentors à HEC qui fait des constellations familiales. Ok. J'y vais, tu vois. Et c'est des petites choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, on parle d'un truc, d'un livre, tu commences à t'informer. Il n'y avait pas de podcast, malheureusement, comme le tien à l'époque, tu vois, qui sont si importants aujourd'hui, qui nous font aller un peu plus vite. Mais quand même, tu trouves des gens qui, sur ton parcours, vont pouvoir t'apporter une petite lumière. Quand tu as fait la constellation familiale, tu as découvert des choses ou tu as fait le lien? C'était très très surprenant. Tu sais, moi, j'avais pas du tout l'habitude des gens qui gravitent dans l'univers du développement personnel ou même, tu sais, des médecines alternatives. J'avais jamais. C'était ma première intrusion, ma première expérience. Et T'as commencé par les constellations. et j'ai commencé par les constellations. Et ce monsieur dont Sébastien, mon ami, m'avait dit que tu verras, c'est un ancien ingénieur et d'un coup il a découvert qu'il était chaman. Alors déjà moi chaman, je savais même pas ce que c'était, tu vois. Et donc j'avais vraiment un mélange d'angoisse, d'attente. J'arrive chez lui et je vois un monsieur, un ingénieur en fait. Et il me tend on fait l'arbre généalogique et il me tend un petit panier de cailloux, il me demande de les placer dans la pièce, etc. Et T'es moi, seule? oui j'étais seule. Et il le faisait avec des objets et je me disais... Tu sais, j'ai placé le caillou de mon père en dernier parce que je pensais que tous mes problèmes, à cette époque-là, et depuis la discussion que j'avais eue avec ma mère à propos de comment j'étais née, je pensais que tous mes problèmes dans la vie venaient de mon père, de ce qu'il m'avait fait, et à ma mère, je reprochais de ne pas m'avoir protégée. D'accord. Je n'avais pas reconnu que sa manière de me rendre transparente, de me parler de manière hyper violente. Tu sais, ma mère, quand elle était... Je ne savais jamais pourquoi, hein, mais quand elle m'en voulait, quand elle était fâchée contre moi, elle pouvait ne pas m'adresser la parole pendant 1 ou 2 ou 3 mois et ne pas mettre mon couvert sur la table pendant 1, 2 ou 3 mois. Wow. Quand j'étais enfant, 10, 9, 10, 11 ans. Et tu sais, tu frôles les murs dans ces cas-là. Hein. Tu te demandes vraiment... Tu n'as plus qu'une envie, c'est de disparaître de ta propre vie. En fait, tu n'es pas vu par ta mère. Et tes frères et sœurs ont tellement peur que ça leur arrive à leur tour, parce que ça tournait un peu. Je pense qu'ils n'interviennent pas. Ils ne donnent pas des signes de « Allez, on est quand même là pour toi ». Tu vois, ils ont tellement peur de prendre. Donc j'arrivais dans cet état d'esprit à la constellation, je place tous mes cailloux, grands-parents, frères, sœurs, etc. Je crois que le premier caillou que j'ai mis, ça devait être mon père. Et je le mets mais très loin, près de la porte, en fait. Et le dernier, je mets le caillou de ma mère, au centre. Et là, je vois cet homme-là qui commence mais vraiment à trembler dans tous les sens. Je t'assure, à baver. Il avait de l'écume. Et il me dit, il faut que je m'assoie. Il prend une grande respiration et il me dit, mais votre mère, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Elle est bonne pour Sainte-Anne. Et ça, c'est comme si la foudre s'était abattue au-dessus de ma tête. J'ai pas réalisé l'ampleur de ce que ça voulait dire. En fait, c'est pas une question d'attribuer des responsabilités ou pas, c'est une question juste de comprendre que quand tu es dans le ventre de ta mère et quand quand tu sors du ventre de ta mère, tu as besoin qu'elle t'aime. Tu as besoin qu'elle te voie et qu'elle te dise qu'elle t'aime et qu'elle te prenne dans ses bras et qu'elle te berce et qu'il y ait cet accordage. Sans ça, tu ne peux pas être pleinement vivant, tu ne peux pas être sécure, tu ne peux pas être heureux. Le père, ça vient plus tard. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des pères. On a besoin du père quand on est déjà raccordé à cette sécurité intérieure, à ce sentiment d'être connu, reconnu, existé, dans la géographie de sa mère. Et le père, quand on est à l'âge où on commence à marcher, à être curieux du monde, il est là pour nous tourner vers le monde, pour justement couper un peu le cordon avec la mère et nous amener. Et d'ailleurs, il y a une analogie que je fais, c'est-à-dire que la mère, c'est la terre, c'est l'ancrage, et le père, c'est le ciel, c'est cette possibilité d'aller vers autre chose, plus grand, et une certaine forme de spiritualité. Et moi, j'avais pas eu ni l'ancrage vers le sol, ni la possibilité de m'éveiller vers le ciel, en fait. Et donc, cet effondrement, il était inévitable.
Et il est inévitable chez toutes les personnes qui vivent des traumas depuis la naissance. Donc il se met à baver, il fait quoi? Donc il se met à baver et puis il m'explique en fait le personnage central de mon histoire, c'est ma mère, et à partir de là, il faut que je cherche, moi. Il m'a pas donné de clé, il m'a pas expliqué. D'accord. Il te dit juste ta mère ne va pas bien. Oui, ta mère ne va pas bien et ta mère est au centre du puzzle. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, maintenant quand je t'en parle, j'ai l'impression que tout ça a pris des années à s'assembler. Le puzzle a mis des années à s'assembler, en fait. J'essaye d'autres choses. Mais à ce moment-là, je ne sais plus du tout comment je suis arrivée à la thérapie de l'enfant intérieur. Je ne sais plus comment je suis arrivée à acheter 2 livres qui ont été fondateurs pour moi sur la thérapie de l'enfant intérieur. Comment, d'après ces livres-là, j'ai créé ma propre méthode pour moi-même de réparation. Et comment ensuite j'ai cherché une thérapeute qui puisse venir m'aider, m'accompagner, en me disant que j'avais fait une partie du travail seule, mais que j'avais besoin. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. On a besoin des autres, en fait, pour sortir des traumas. C'est très, très compliqué de sortir seul d'un trauma, c'est voire impossible. On a besoin, en fait, d'un entourage qui nous sécurise. Parce que notre système nerveux est complètement traumatisé, il est stressé. Et on vit tout le temps sous stress. On n'en sort jamais. On est toujours en train de guetter d'où peut venir l'agression. Donc souvent, on personnalité qui dorment très mal et très en défensive. Donc il faut autour de nous avoir au moins une personne, et si c'est pas dans ton couple justement, et puis ton couple n'est pas là pour te réparer, mais du coup un thérapeute. Et je pense que dans la masse de propositions de thérapeutes qui existent aujourd'hui, et encore plus dans le cadre d'un trauma, ce qui compte, c'est pas qu'un thérapeute ait des techniques, des diplômes, c'est qu'il ait la capacité à créer pour toi une bulle de sécurité, et que tu puisses, toi, tu vois, te reposer dans cette bulle de sécurité. Et il y a eu, dans mon parcours, des gens qui étaient probablement très bien, mais dont la méthode et la manière de faire avec moi a été extrêmement insécurisante. Et alors, au contraire, au lieu d'apaiser mon système nerveux, de me permettre de travailler, m'a remise dans un état d'alerte, d'excitation et de peur, qui était... Voilà. Et c'est vrai que le vécu de la thérapie peut être contre-productif, parfois, si justement tu es dans la peur et que ça fait ressurgir des souvenirs et des traumas, et ça réactive, au lieu de les désactiver, ça réactive, voire encore plus fort, et tu ressors de là encore plus perturbé. Et ça arrive. Bien sûr. Et ça arrive. Je fais la constellation, après j'ai eu, mais c'était très, très rapproché, hein. Okay. J'ai eu cette thérapie de l'enfant intérieur avec une femme extraordinaire, qui faisait pas du tout ça d'ailleurs, qui avait été formée, mais qui était plutôt une médecin spécialiste du sommeil, dont j'ai pas retenu le nom, mais que j'aimerais tellement remercier. Si elle se reconnaît un jour, si elle s'entend, vraiment 1000 merci, parce que elle a fait en 10 séances, elle m'a fait avancer vraiment extrêmement vite. Je fais ces 10 séances et je fais plein d'autres choses en même temps. Et comme j'ai cette insatiable curiosité de découvrir comment je peux me guérir, je commence aussi la méditation. Et il y avait, oui, avec ces livres que m'avait offert Frédéric. Il y en a un qui t'a aidé plus que... La méditation de Kabat-Zinn. Donc, et je commence aussi avec un support, des méditations guidées, etc. Et petit à petit, sans que je puisse mettre ces mots-là à l'époque là-dessus, mon système nerveux s'apaise. Je suis capable de rester de plus en plus longtemps. Je suis capable de me passer du support, de la voix. Et ça m'amène à explorer encore plus différents types de méditation. Ça m'amène aussi au yoga, à la pratique du yoga, et à explorer. À l'époque, j'allais à la salle Tigre Yoga, c'était bien parce que c'était une salle où il y avait plein de profs différents, avec plein de techniques différentes, et des profs qui venaient aussi du monde entier, donc avec des... Vraiment, c'était pour quelqu'un de curieux comme moi d'explorer comme ça... différents types, et un jour je tombe sur le yoga Kundalini. Le yoga Kundalini, il a été développé
par un gourou du yoga, Yogi Bhajan, pour les personnes dépendantes, pour les personnes fragiles. Donc, il est fait en sorte que si on est fragile et si on a besoin, justement, si on a besoin d'avoir une pratique qui combine le chant de mantra, les postures, etc. C'est un yoga qui est très doux, a priori. Et donc qui permet d'avoir une pratique aussi en groupe, parce qu'on chante ensemble, on pratique ensemble. Donc qui a des vertus en termes de co-régulation. Le groupe se co-régule ensemble. Donc je me suis plongée dans cette forme de yoga-là. Et aussi parce que j'avais réalisé par moi-même à l'époque que si ma tête avait compris, c'était une très bonne chose, mais ça ne résolvait pas mon problème de dissociation, et en particulier mon problème de dissociation corporelle, et ça ne résolvait pas mon problème de souffle. J'avais le plexus solaire qui était complètement bloqué, et je ne respirais jamais à fond. J'étais toujours bloquée. Donc je ne savais pas, en fait, c'est ce premier souffle que j'aurais dû prendre à ma naissance, je ne l'avais jamais pleinement pris. Je n'avais jamais rempli mes poumons d'air. Et je ne savais, et ça paraît idiot, hein, mais je ne savais pas comment faire. Donc à travers des pratiques de méditation et de yoga, ça a été pour moi le moyen de rentrer dans ce qu'on appelle la pratique somatique, qui est indispensable en fait. La parole, le mouvement, le souffle sont indispensables. Encore une fois, pour remettre le système nerveux à la bonne place, au bon endroit, le calmer et le mettre en sécurité. Et mon parcours est un parcours d'expérience sur moi-même. Je n'ai jamais eu les explications de pourquoi ça fonctionnait. J'étais attirée par une chose ou une autre. Certaines fonctionnaient sur moi, d'autres ne fonctionnaient pas. Mais aujourd'hui que je suis thérapeute, et c'est pour ça que ce livre fonctionne maintenant, je pense, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour expliquer pourquoi ça fonctionne. Il faut lire le livre. Et pourquoi ça agit. Et pourquoi chaque personne a un parcours différent. On ne peut pas imposer un parcours. Et ce qui a fonctionné pour moi pourra très bien ne pas fonctionner pour d'autres. Ce sont juste des pistes. Mais en tout cas, par exemple, pour moi, ça a été le yoga. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être le théâtre, où on travaille aussi le souffle, où on travaille l'expression de soi, où on apprend ce que c'est qu'être un personnage et soi. On renoue avec ses émotions, on exprime des émotions. Ça peut être une activité manuelle, la poterie, pareil, la peinture, etc. Tant qu'on le fait avec l'idée aussi qu'on le fait d'un point de vue thérapeutique et somatique. Parce que sinon, si l'activité va calmer le système nerveux, va permettre de redescendre, mais pas forcément de progresser dans son histoire. C'est à ce moment-là que tu fais Compostelle ? Il y a avant Compostelle, et il y a un passage qui a vraiment aussi été un socle pour moi, qui est la communication non violente avec Thomas Dansbourg. Et j'ai fait un stage avec lui qui a duré uniquement 5 jours. Mais c'était révolutionnaire pour moi, parce que pendant ces 5 jours, j'ai appris à exprimer mes besoins fondamentaux. J'ai appris à ne plus m'effacer et à ne plus dire oui pour être aimé, oui pour ne plus être rejeté, et à composer sans arrêt avec les gens. Et surtout, j'ai cessé de mentir à moi-même et aux autres. Parce que le problème, c'est que à vouloir plaire tout le temps, on finit par s'engluer, à se raconter des histoires et à raconter des histoires. Donc ça m'a sorti... En fait, j'ai appris tout simplement une nouvelle manière de m'exprimer, une nouvelle grammaire, et franchement, ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Que de reconnaître mon besoin en moi, mais de le relier aussi à ce qui était des valeurs fondamentales pour moi. Si une de mes valeurs fondamentales est le besoin d'harmonie, je peux faire des choses, je peux exprimer mon besoin, mais je peux aussi renoncer à des choses parce que ce besoin d'harmonie est important. Si une de mes valeurs fondamentales est le lien, je peux décider par moi-même ou arbitrer avec les personnes qui sont en face qu'est-ce qui est le plus important, comment je peux rester dans ce lien tout en respectant mon besoin, mais en respectant aussi ce que la personne veut en face, tu vois. Donc c'est des arbitrages, c'est pas simplement apprendre à communiquer sans violence, ça serait bien trop simple. C'est vraiment revenir à soi,
réapprendre en fait à exprimer de manière simple, naturelle, des choses qui sont indispensables pour nous et à dealer avec l'extérieur, donc à revenir dans un lien très sain avec autrui. Et après ça, je me suis sentie vraiment en paix. Il y a eu un épisode qu'on ne dévoilera pas qui est dans le livre, et je me suis sentie vraiment en paix. Je me suis sentie délivrée de mon histoire, en fait, comme si tout ça était derrière moi. Et ce que Thomas m'a suggéré d'appeler mettre aux archives ces dossiers, en me disant que dans la vie pourrait ressurgir. C'est vrai, à chaque coin de rue, peut-être, tu vois, tu peux être à nouveau repris dans une émotion que tu vas pas arriver à analyser, à comprendre, qui te ramène à ces schémas inconscients, tissés dans l'enfance, juste pour t'adapter. Ça peut ressurgir. Aussi conscient sois-tu de tes schémas, tu vois, ce gros travail d'apprendre à se connaître, il est jamais fini en fait. Donc il y a toujours des endroits où tu peux te faire rattraper par la patrouille. Donc on l'a mis aux archives. Et vient deux choses. La question du silence pour moi, après avoir eu mon mental encombré pendant des années, tu vois, malgré la méditation et autres, de tous ces questionnements, d'avoir toujours ces voix hyper actives, ce ronronnement permanent qu'on a tous. Envie de silence, une grande envie de silence, dans ma tête et autour de moi. Et une question, qui je suis quand je ne suis pas définie par mon histoire et mon passé. Et ça aussi, c'est vertigineux. Les personnes qui t'accompagnent, du point de vue thérapeutique, prennent soin de t'amener à ce qu'on appelle la résilience. Ce que souvent on définit comme, on te dit, tu es prêt à vivre armé. Et moi, je le sentais, le poids de cette armure. Et au fond de mon armure, je me sentais vide. J'avais une armure, rien dedans. Dans cet intermédiaire, je fais aussi des expériences avec des psychédéliques, l'ayahuasca en particulier, et je vois cette armure tomber, et je vois quelque chose émerger, mais je ne sais pas ce que c'est. Et l'ayahuasca, tu le fais en France ou ailleurs? Non, je l'ai fait au Costa Rica avec un authentique chaman dans un contexte authentique. Je pense que c'est important pour éviter toute dérive, parce que j'ai eu l'occasion de le refaire ensuite à d'autres endroits dans le monde où c'était moins approprié et où il y a des vrais risques. Tout ça, elle explique dans son livre. Donc j'avais fait l'expérience avec l'ayahuasca au Costa Rica et puis en Suisse avec la psilocybine, les champignons psychédéliques, dont on sait maintenant qu'ils sont très indiqués dans le cas de trauma, mais qu'il y a nécessairement un encadrement pour justement que ce soit thérapeutique et pas récréatif avec des risques. Tout ça m'amène à vraiment, je pense, bien connaître mon fonctionnement, bien connaître ma psyché, et puis cette question, voilà, d'avoir envie maintenant d'aller de l'avant et d'apprendre qui je suis. Et c'est là, en fait, j'avais décidé de faire Vipassana, donc 10 jours de méditation dans un centre de retraite fermé. 100 heures de méditation. Oui, on médite de 4h30 du matin à 9h du soir avec peu d'interruptions, où on n'a pas de contact avec autrui, on a le regard baissé et on médite. Sérieusement, on n'a aucune distraction, on ne peut pas écrire, on ne peut pas parler. On mange face à un mur. Mais je n'ai pas trouvé de disponibilité en France pour le faire. Et puis par un concours de circonstances, que j'appelle des signes, je suis appelée à marcher sur le chemin de Compostelle. Et ça aussi, c'était une vraie révolution dans ma vie. La marche en silence, la marche introspective. Dans cet espace, petit à petit, de sentir mon espace mental se vider. Parce qu'après tout, quand tu marches jour après jour, j'ai marché pendant 27 jours, parfois 30 jusqu'à 46 km par jour, donc avec un épuisement du corps, et ton mental n'a plus rien à te raconter, parce que la seule chose que tu as à te préoccuper, c'est qu'est-ce que je mange et où je dors. Et c'est assez facile, sur le chemin de Compostelle, de trouver où tu manges et où tu dors, et de régler ça en 5 minutes le matin. Donc tu n'as plus rien à compter, plus rien. Et la première fois que j'ai ressenti cet intervalle entre deux pensées vides,
j'ai eu l'impression d'être dans un nouvel espace-temps, en fait que l'espace-temps n'existait pas, mais d'être dans un nouvel espace infiniment paisible. Infiniment paisible. Et où de nouvelles choses étaient possibles. Sur le chemin de Compostelle, il y a aussi des choses étranges. Tu reçois beaucoup de signes, parce qu'il y a des gens qui viennent sur le chemin, qui font des miroirs, parce qu'il y a des circonstances, parce que tu es plus ouvert aussi à... Justement, tu as plus d'espace mental, donc tu es plus ouvert à recevoir ce qui vient à toi. Et j'ai reçu beaucoup. Et j'ai reçu une nouvelle forme de connexion avec ma mère, très guérissante. C'est un moment très fort du livre, un moment très fort de ma vie. Mais j'ai reçu une forme de guérison du chemin, si bien que quand j'étais dans ma dernière semaine, j'ai écrit à ma sœur aînée, je voudrais le faire à l'envers, je voudrais le recommencer à l'envers, je ne veux pas que ça cesse. Et j'avais cette question, est-ce que, en fait, toute la vie est comme sur ce chemin, quand j'ai l'esprit paisible, ouvert, avec cet intervalle dans lequel je peux voir, en fait, ce que je ne vois pas habituellement, est-ce que c'est ça, la vie, en général, ou est-ce que c'est que le chemin qui est comme ça? Et franchement, tout le monde me dit, ah ben c'est évident, la réponse est dans la question. Mais non, c'était pas évident pour moi. Et je me suis dit, ok, je vais l'expérimenter grandeur nature, et je vais partir pendant quelques temps, quelques mois, explorer ça dans le monde. Je n'avais aucune idée de où, aucune idée de comment ça allait se passer, pas les moyens financiers de le faire. J'ai juste pris, en suivant les signes, un billet d'avion pour le Népal. J'ai prévenu mes enfants que je serais rentrée dans 6 mois, 9 mois ou 1 an. Pris rendez-vous avec eux qui étaient devenus des adultes entre-temps, en se disant, si on peut se croiser quelque part dans le monde, ça serait formidable. Et roule. Ce qui est le plus important pour moi, et peut-être aujourd'hui, tu vois, avec tout ce recul, le plus restaurateur, c'est que, quels que soient les pays où je sois allée, quelles que soient les connexions que j'ai faites, et ça peut être avec des animaux, aussi bien avec des humains qu'avec des animaux, je suis arrivée en étrangère et je suis repartie en sœur. Et pour quelqu'un qui n'a pas été reconnu dans sa famille, qui n'a pas reconnu sa valeur, tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue, les gens ne parlent pas ta langue. On communique souvent, tu vois, en se montrant des photos ou juste par les gestes. Et on te reconnaît la capacité à devenir une sœur, c'est-à-dire à rentrer dans l'intimité. Je parle même pas de valeur, je parle de rentrer dans le cœur des gens directement, et c'est réciproque. Ça, c'est extraordinaire et réparateur. Et donc, je peux te dire que je suis allée au Népal, je suis allée en Inde, je suis allée en Corée, au Japon, etc. Ça ne renseigne pas beaucoup sur le type d'expérience que j'ai vécue, où l'idée, c'était vraiment de lâcher prise totalement comme sur le chemin, de me dire que l'univers me soutenait, quoi qu'il arrive, que j'étais en sécurité parce que l'univers me soutenait, et que j'avais qu'à attendre que les lucioles viennent à moi. Et ce qu'elles ont fait, les lucioles sont venues à moi, et j'ai été invitée partout, et d'attendre que l'une me mène à l'autre. Ce qui m'a amenée jusque de l'Inde à l'Australie, à l'Indonésie, à vivre avec une tribu, la tribu des hommes fleurs. Je ne raconte pas dans le livre, j'ai pas le temps, c'est pas un livre de voyage non plus, mais la tribu des hommes fleurs, des gens qui vivent dans la jungle, au milieu de la jungle, très loin, c'est très difficile de les atteindre, avec que les ressources naturelles. Et de ressentir à ce moment-là, à vivre avec eux, d'abord que je suis complètement dépendante d'eux, parce que moi dans la jungle, je sais rien faire. Je ne sais même pas reconnaître un bosquet d'un autre. C'est-à-dire que si mon chasseur part trop vite et je ne sais pas où il est rentré dans le bosquet, je serais incapable de dire d'où il est rentré. Donc j'ai intérêt à galoper. Je ne sais pas me nourrir, je ne sais pas me repérer, je ne sais rien faire. Donc je fais confiance et je m'abandonne. Et en même temps, cette personne est aussi curieuse de moi, elle est curieuse de m'apprendre, elle est curieuse de voir comment j'apprends. Et là, évidemment, on se parle, tous les deux, tous dans des langages différents, mais je comprends infiniment que dans notre culture, nous pensons que nous vivons dans la nature. Les hommes fleurs sont de la nature. Et je commence à comprendre ça, ce que ça veut dire d'être de la nature, de faire partie de l'univers
pas de profiter de l'univers, pas d'être à côté, tu vois, et de s'abreuver de l'univers. Tu en fais partie, donc tu es inscrit dans les cercles du vivant, dans les cycles du vivant complètement. Et ça change aussi ta vision de la vie, de la mort, de où sont... qu'est-ce que tu deviens après, comment tu communiques, parce qu'on communique avec la nature, on communique avec les âmes, ces personnes-là, sans mettre de dogme ou essayer de mettre de cases là-dessus, sont ce qu'on appelle animistes, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que chaque chose qui les entoure communique, est en énergie avec eux, est une forme d'énergie avec eux, et qui n'en sont pas séparés ni différents. Homme-fleur, ça veut tout dire. Et puis l'autre chose que j'ai appris avec eux, c'est que le matin je me suis réveillée et je me suis dit, on peut dire globalement qu'il n'y a rien. Il y a une hutte qui est faite d'éléments de la nature, il y a de la nourriture qui est prélevée dans la nature, il y a quelques vêtements mais qui n'appartiennent à personne, il n'y a pas de notion de propriété. Tu prends, tu laves, tu remets, tu vois. Et puis on s'en fiche, tu le mets à l'endroit, à l'envers, c'est troué, c'est pas troué. Alors, il n'y a pas d'argent. Donc, pour moi qui viens d'une civilisation matérialiste, il n'y a rien. Et en même temps, il y a tout. Et là, je réalise que le tout est dans le rien, et le rien est dans le tout. Et ça, c'est vraiment profond. Et après, j'ai voulu vivre encore plus dans la jungle, toute seule avec des grands singes. Et ça, je le raconte dans le podcast que j'ai fait pendant mon voyage, qui s'appelle Comme une feuille au vent, toutes ces aventures que j'ai vécues. Cette idée de le tout est dans le rien, c'est très amusant parce que juste après l'Indonésie, je suis partie pour le Japon, pour faire le pèlerinage de Shikoku, qui est le plus ancien pèlerinage bouddhiste du Japon, et qui est un pèlerinage où tu vas de temple en temple, 88 temples, 1200 km. À pied. À pied. Ou tu peux le faire, les Japonais le font très bien en voiture ou en car. C'est pas aussi, c'est pas à pied comme le pèlerinage de Compostelle, mais c'est vrai que si tu le fais à pied, tu as quand même, tu as une estime, tu jouis d'une estime un peu plus, un peu supérieure si tu le fais en voiture. Et les gens t'accompagnent énormément, les Japonais, sur le chemin. Ils sont vraiment d'une prévenance, d'une gentillesse. Tu vois, parfois ils veulent t'accompagner en voiture d'ailleurs, mais ils te donnent de la nourriture. Il y a la culture qui s'appelle l'osetai, donc ils te reçoivent chez eux, ils t'invitent à déjeuner. Enfin, c'est vraiment, tu as l'impression d'être, voilà, bien accompagné. Très 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 difficile d'être seul d'ailleurs. Mais néanmoins, tu marches seul de temple en temple et tu récites le sutra du cœur. D'accord. Et le sutra du cœur, c'est le cœur du bouddhisme. Et le cœur du sutra du cœur, c'est le tout est dans le rien est dans le tout. Ce que j'avais perçu, tu vois, chez les hommes fleurs. Et là, tu vois, j'ai eu l'impression que mon être rentrait en expansion totale parce que j'étais enfin de la nature, j'avais enfin atteint cet état où tu n'es plus défini par ton corps, tes pensées, ton mental. Voilà, fais partie, il n'y a pas de... Voilà. Et il y a quelque chose de beaucoup plus grand, et il y a quelque chose de beaucoup plus paisible. Et en fin de compte, dans cet état mental où tu te retrouves dans un espace vide et plein à la fois, totalement reconnecté avec toi-même, avec tous les espaces de toi-même et qui ne sont pas différents de tout ce qui t'entoure, tu peux réaliser que ton pire ennemi, c'est toi, ton mental, et le paradis, c'est là tout de suite, dans cet état-là. C'est-à-dire que, en fait, tu réalises pour moi, je suis passée d'un état de réaction inconsciente à un état d'action consciente. Je sais que chaque matin, je peux mettre mon mental, reset mon état mental, juste en me remettant dans l'énergie de Shikoku, de la récitation du Sutra du cœur, dans la vibration. Et je sais que ma journée va être dans cette même vibration, où je peux décider que je ne le fais pas, que j'ouvre la radio, que je m'abreuve des nouvelles
morbide et que je vais passer ma journée dans des états de stress. Et ça ne dépend que de moi. Donc tout ça, ça t'a amené à vouloir pratiquer et transmettre aux autres? Cette exploration de ma propre psyché, des comportements humains, ça m'a donné envie de comprendre comment on fonctionnait en général. Et ça m'a donné envie de tendre la main, comme moi, d'être une luciole en fait. Une minuscule luciole pour le plus de gens possible. Parce que d'où je viens, j'aurais vraiment pu mal tourner. Donc c'est possible. Et ça n'est pas une histoire de volonté, ça n'est pas une histoire de force morale ou de force physique ou autre. C'est juste d'accepter à certains moments de sa vie que les lucioles te tendent la main et de toi accepter de bien vouloir la prendre. Et d'accepter d'être... que la vie, elle est faite comme ça, elle est faite d'apprentissage, qui en fin de compte ne sont ni bons ni mauvais, ce sont juste une succession d'apprentissages. C'est un apprentissage qui n'est jamais fini, et que c'est peut-être ça le sens de la vie finalement, il n'y en a peut-être pas d'autre. Aujourd'hui, tu accompagnes les gens en marchant. Ça fait Et sens. aujourd'hui, j'accompagne les gens en marchant parce que, si tu veux, tout le long de toute mon année de voyage, donc au Népal, je me suis formée à des techniques de massage, je me suis formée à des techniques proches du Reiki, et puis tout au long de mon voyage, je n'ai pas arrêté de me former. J'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait 2 Vipassana, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et finalement, je me suis quand même dit que la méditation, c'était pas si simple. Quand tu es stressé, peut-être que la dernière chose que tu as envie d'entendre, c'est assieds-toi et calme-toi avec, en faisant le vide dans ton esprit. C'est pas possible en fait. C'est d'ailleurs, pour moi, une interprétation un peu curieuse de la méditation. Parce que dans tous les pays que j'ai traversés, en particulier au Myanmar, où vraiment la méditation bouddhiste telle que Bouddha l'a enseignée, elle est enseignée de la manière la plus pure. Tu commences, yoga n'est pas méditation ou yoga ne sont pas des sports ou des activités. Ce sont des arts de vivre, ce sont des philosophies de vie. Donc, tu l'apprends à l'école, petit, 4 ans. Et au Myanmar, tous les ans, pendant 1 mois, tu pars de ton travail, tu pars de ton activité et tu vas dans un temple pour te remettre dans cet état. Tu vois, c'est culturel. Toujours est-il que cet apprentissage, il est long, mais avant de méditer, dans ta routine, tu fais du yoga pour calmer ton corps. Et puis après, peut-être tu vas chanter des mantras pour calmer ton mental. Et puis après, éventuellement, tu vas faire le vide en toi. Donc c'est ce que tu transmets. Donc la marche, beaucoup plus simple. On peut le faire par d'autres médiums, on l'a dit tout à l'heure, on pourrait le faire par la danse, on pourrait le faire par... Mais pour moi, la marche, ça permet, et la marche sur un long moment, et j'adore amener des gens marcher avec moi, en particulier sur Compostelle pendant 10 jours, parce que 10 jours, c'est vraiment c'est le nombre de jours où tu peux vraiment te déposer, tu vois. 3 jours, c'est court. 10 jours, tu as le temps de à la fois marcher avec toi-même, tout seul, à la fois te servir du cadre que je propose ou que les autres, et aussi du miroir que les autres sont, les gens du chemin et les gens du groupe, pour justement créer un espace sécure dans lequel, et que régulé par l'activité physique régulière de la marche qui fatigue. Et aussi, tu as plein d'endroits où tu peux être très très fier de toi. Très facilement, tu peux te restaurer à toi-même. Parce que tu as marché des kilomètres, parce que tu as porté ton sac, parce que tu vois que tu es utile aux autres dans le groupe, juste parce que par ta présence, par ton énergie parfois, parfois même parce que tu es en réaction en groupe et que les autres te voient faire. Et que toi, tu te vois dans le regard des autres, mais dans cet espace bienveillant. Donc tout ça travaille énormément. Mais pour moi, il a été indispensable de me former d'abord au coaching narratif. Et puis, le coaching narratif est un coaching incroyable parce que, en fait, il permet d'externaliser les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à coller des étiquettes sur les gens. Et du coup, cette étiquette qu'on te colle, tu te l'appropries.
je suis TDAH, je suis hyper anxieux, je suis tout ce que tu veux. Tu n'es pas. Tu es, c'est tout. Tu es, et il y a un problème qui est venu se coller à toi. Parfois, c'est un paquet de problèmes. Parfois, c'est un sac à dos entier de problèmes. Ça, c'est vrai. Dans mon cas, c'était un sac à dos entier de problèmes. Du coup, si tu n'es pas le problème, si le problème est extérieur à toi, tu peux trouver, comme tu t'es adapté enfant à tes problèmes, tu peux trouver comment t'adapter à contourner, tu vois, à faire disparaître petit à petit ces problèmes-là et à adapter ta posture d'adulte. Tiens, je vois le problème, je vois que ce problème prend une part importante dans ma vie, m'empêche de vivre la vie que je voudrais vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux adapter, tu vois, ce truc-là? Et petit à petit, finalement, le problème prend moins d'importance et toi, tu as plus d'espace pour respirer. Donc, un à un, tu vois, on prend les petits cailloux, on les finit par les mettre un peu dehors. Mais c'est une thérapie verbale. Et comme on le disait tout à l'heure, le problème de la thérapie verbale, c'est qu'elle a tendance à réactiver les traumas et qu'elle a tendance aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des gros parcours thérapeutiques justement et qui ont beaucoup parlé et qui connaissent par cœur leur histoire et qui arrivent parfois avec une histoire qu'ils aiment raconter, qui est utile pour eux. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Si elle est utile, cette histoire, si elle tient bien, et si elle permet justement de se présenter et de justifier sa vie. Là, on est dans l'impasse. Mais c'est une histoire que ta tête se raconte et ton corps, il vit autrement, coupé de ses émotions, coupé de la réalité de qui il est, etc. Alors, la marche, très bon moyen pour justement te sortir de ton récit habituel, parce que quand tu marches côte à côte avec une personne, tu regardes l'avenir, tu regardes devant toi, et la marche fait que ça perturbe cette roue de hamster dans laquelle tu es. Ça la perturbe et ça fait émerger. Moi, en étant à côté de cette personne-là, je peux tirer les petits fils, tu vois, les petits fils qui brillent, et dire, tiens, mais il y a une exception à ce que tu me racontes. Tu me dis, j'ai toujours été comme ça, mais là, tu me dis que... Et puis, une personne de ta famille, de ton entourage, t'as vu différemment. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et à la fin, la personne est remise en entière. Elle a la responsabilité de son histoire. Tu peux la lui rendre et elle peut décider, est-ce que ça c'est important pour moi de l'abandonner ou de le changer, parce que parfois on tient des bouts de notre histoire. Bien sûr. C'est précieux pour nous. Et parfois, on décide de changer par soi-même. Et c'est encore plus radical que quand c'est quelqu'un qui nous dit « la norme c'est ça » ou « prends ce médicament ». Et il y a juste une... Pour te dire qu'est-ce qui peut être précieux dans nos histoires, dans mon cas, moi, j'ai changé mon prénom. Le prénom qui m'a été donné à ma naissance était un prénom qui m'a été donné par mon père, qui est porteur d'une lourde histoire, très très lourde histoire, qui ne m'appartient pas, et qui a fait aussi que ma mère m'a rejeté en raison de ce prénom qu'elle n'aimait pas et dont elle connaissait l'histoire. Et à l'âge adulte, j'ai décidé, à l'état civil, de changer ce prénom. Mais j'ai quand même gardé l'ancien. Sur ma carte d'identité, il y a mes 2 prénoms. Parce que le prénom qui m'a été donné à la naissance est celui qui m'a porté, et celui qui est le prénom de la résiliente, et le prénom de celle qui passe en force. Et celle-là, je ne veux pas l'abandonner. Celle-là, je lui dis merci. Et aujourd'hui, quelle est ta relation à tes parents? Alors, ma mère n'est plus... Je ne sais même pas comment le dire, parce que je ne peux même pas dire qu'elle est plus de ce monde, elle est complètement de ce monde. Et on le sent dans le livre, je pense. Mais en tout cas, elle est décédée. Et elle a fait une euthanasie, un choix très fort, que je raconte dans le livre, qui est très, très formateur, avec cette question très lourde de est-ce que le décès de nos parents devrait être une formation pour nous? En tout état de cause, il l'a été. Et mon père n'est plus conscient, plus accessible, puisqu'il est très âgé et dans un état de sénilité qui fait qu'il n'a plus sa conscience. Et il n'a pas été possible de connecter avec lui, de restaurer une certaine part de véracité, il n'a jamais été possible de dialoguer avec lui. D'accord. T'as essayé? Oui, à plusieurs reprises. Non, ça n'a jamais été possible. Dû à son état médical? Non, au refus absolu de reconnaître aucune part de responsabilité dans cette histoire. Ok. Est-ce que le pardon est nécessaire pour avancer?
j'ai écrit à mon père que je lui pardonnais. Mais une part de moi n'était pas dans ce registre. J'ai écrit que je lui pardonnais parce que c'est ce qu'il pouvait entendre. Peut-être c'était son champ lexical. Mais pour moi, c'était une manière de me délester de cette part d'histoire. Tant de lui rendre, de replacer cette histoire dans son contexte à lui, dans mon contexte à moi, et de m'en libérer. Tant qu'il y a une tension entre deux êtres, tu peux pas te libérer. Tu as un fil invisible qui est tendu entre cette personne et toi. Et donc c'est pas, la question pour moi, elle n'est pas de pardonner dans un sens judéo-chrétien ou philosophique. Elle est tout simplement de se dire à quel moment je me libère du poids de cette histoire. Et tant que je vis avec le poids de cette histoire, je vis en réaction à cette histoire. Donc ça passe par le pardon. Donc ça passe par une forme de, appelle-le comme tu veux, de pouvoir se dire je suis en paix avec cette histoire et et cette personne peut vivre, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite la paix, je lui souhaite d'être heureux, je lui souhaite de vivre ces dernières années dans la paix, car je suis en paix et cette histoire n'interfère plus avec qui je suis. Elle ne me définit plus. D'ailleurs, souvent, tu sais, on dit le pardon s'accorde à quelqu'un qui vient te le demander. Moi, il ne me l'a jamais demandé, mais il ne le demandera jamais. Donc, dans cette trajectoire, il n'y a pas de pardon possible, ni donné, ni demandé, ni accordé. Donc, il faut trouver une autre manière de dénouer l'histoire et qu'elle ne te pèse plus. Tous les fils qui nous retiennent à nos histoires, aux personnes de notre histoire, ça peut être des fils visibles, comme moi avec mon père, mais ça peut être des fils invisibles, avec notre lignée, des choses qu'on trimballe. Et c'est là que c'est important, c'est que ce que tu ne résous pas dans cette vie-là, tu vas l'offrir à tes enfants pour les vies futures. Et tes enfants à leurs enfants à leur tour. Et c'est pour ça que c'est important de faire le travail pour soi, de se détacher. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris aussi, qui est enseigné par le bouddhisme. Je ne suis pas bouddhiste, mais c'est quelque chose que je retiens du bouddhisme. C'est la notion d'attachement, tu sais. Et en fait, c'est ça, se détacher. C'est-à-dire, la personne est là, elle existe, l'histoire est là, mais elle ne te définit plus. Elle ne te pèse plus, elle n'est plus dans ton sac à dos. Et quelque part, comme dirait Thomas, elle est même aux archives. Si tu pouvais parler à quelqu'un aujourd'hui qui traverse une épreuve de vie, qu'est-ce que tu lui dirais ? D'abord, je lui dirais de respirer, de s'accrocher à son souffle et à sa respiration, tu vois, de revenir à elle, de se retrouver avec elle. Et souvent, on va chercher d'abord les solutions à l'extérieur. Mais en fait, bien souvent, dans la vie, on se pose la question sous forme de problème et on essaye de trouver une solution à ce problème. Imaginez que c'est juste une question. Déjà, ça ouvre, ça laisse de l'espace. Donc, revenir à soi-même dans le souffle et juste se poser, formuler ce qu'on traverse sous forme de question. Et moi, j'aime bien me dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à travers ça. Tu vois, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et à qui je peux demander de l'aide. Vers qui je peux me tourner pour ne pas rester seule. Parce que le problème, souvent, quand on passe des caps difficiles, c'est qu'on a une certaine pudeur à s'abandonner à l'autre et que c'est pas facile de trouver la personne qui va te donner la juste écoute, tu vois, et qui va pas te submerger avec des conseils non sollicités ou des conseils de vie. Et la seule chose dont on ait besoin, c'est d'être entendu, vu, et que ce qu'on traverse soit juste mis là, tu vois. Et donc c'est ça. Donc revenir à soi, se reposer la question, peut-être se demander qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, et ne pas hésiter à aller vers une lumière qui va être capable, et ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Si l'enfant est en âge de pouvoir recevoir un enfant adulte, ça peut être vraiment la personne vers laquelle on se dit je me sens moi-même, je peux me déposer et ne pas être jugée. Comme vous l'aurez compris, il faut acheter son livre. Il sort le
19 mars. 19 mars, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes digitales et toutes les librairies. Vous pouvez le commander, le précommander même dès à présent. Si vous voulez retrouver Victoria, vous pouvez la retrouver sur sur Instagram, Vilipski, et sur mon site internet, victorialipskier.com. Et tu proposes des accompagnements en marchant, Oui. des retraites et des séances en one-to-one. Des séances en one-to-one, en marchant, ou par téléphone, chacun marche de son côté si on est à distance. D'accord. Et puis sinon, à Paris, dans les bois, les parcs, les jardins, et puis sur Compostelle, et peut-être ailleurs un jour, on verra bien. Voilà. Et juste, si une envie d'échanger, de poser des questions, d'être en présence, en lien, contactez-moi sur Instagram ou sur mon site, et ça sera parfait. Merci Vic. Merci à toi, Laura.